les différentes étapes de la formation de l'urine tout au long du néphron. Celle-ci commence par la filtration glomérulaire. Les différentes étapes de la formation de l'urine. La filtration glomérulaire s'effectue au niveau du corpuscule rénal qui comprend les capillaires glomérulaires entourés par la capsule de Bowman. Il s'agit essentiellement d'un processus unidirectionnel, passif et non sélectif envers tous les solutés du plasma, sauf les protéines. Ces solutés, le liquide plasmatique, sont poussés à travers la membrane de filtration par la pression qui règne à l'intérieur des capillaires glomérulaires. Comme ce processus ne demande pas d'énergie, on peut considérer les glomérules comme de simples filtres mécaniques. La filtration glomérulaire est un processus d'ultrafiltration puisqu'elle se fait à travers une membrane semi-perméable qui retient les globules sanguins, les plaquettes et les protéines et laisse passer l'eau et les substances dissoutes du plasma. La filtration glomérulaire s'effectue avant d'aborder le processus de filtration. Nous allons d'abord examiner la structure du corpuscule rénal. La capsule de Bowman est formée de 2 feuillets séparés par une cavité, l'espace capsulaire, également appelé chambre de filtration, qui se prolonge au niveau du pôle urinaire par le tubule rénal. Le feuillet pariétal externe de la capsule est composé d'un épithélium simple squameux, c'est-à-dire constitué de cellules aplaties, qui a un rôle strictement structural. Il ne participe donc pas à la formation du filtrat. Le feuillet viscéral s'attache aux capillaires du glomérule et il est composé de cellules épithéliales modifiées et ramifiées appelées podocytes. Le corps cellulaire des podocytes émet de longs prolongements cytoplasmiques qui entourent les capillaires glomérulaires et s'entrelacent les uns avec les autres comme des doigts qui se croisent. À l'opposé du pôle urinaire, le sang arrive et repart du glomérule au niveau du pôle vasculaire où se trouvent les artérioles afférentes et efférentes. Avant d'aborder le processus de filtration, vous pouvez, en cliquant sur les légendes de ces images, revoir les différentes parties du corpuscule rénal. Vous pouvez, en cliquant sur les podocytes de l'épithélium viscéral, ont un peu la forme de pieuvres. Leur prolongement cytoplasmique se termine en pédicelles, de petites formations enchevêtrées qui s'attachent à la lame basale des capillaires glomérulaires. Le filtrat, s'échappant des capillaires glomérulaires, passe à travers les fentes de filtration, des espaces entre les pédicelles, fermés par une fine membrane. Les podocytes de l'épithélium viscéral, en fait, pour sortir du plasma et atteindre l'espace capsulaire, les substances doivent franchir 3 barrières qui constituent la membrane de filtration. D'abord, elles passent par les pores présents dans l'endothélium des capillaires glomérulaires, qu'on qualifie ainsi de capillaires fenestrés. Puis, par la membrane basale, constituée par la fusion des lames basales de l'endothélium capillaire et de l'épithélium viscéral capsulaire. La dernière barrière à franchir est la membrane qui ferme les fentes de filtration des podocytes, qu'on appelle également diaphragme. En fait, les 3 filtres en série qui composent cette membrane de filtration ont chacun des propriétés particulières qui leur permettent de bloquer la filtration des éléments figurés du sang et des protéines plasmatiques et de laisser passer l'eau et tous les autres solutés. D'abord, les pores des capillaires glomérulaires retiennent les cellules sanguines et les macromolécules de poids moléculaire supérieur à 68 000 Dalton. Puis, la membrane basale, faite d'un réseau de glycoprotéines et de fibres de collagène, qui bloque le passage de la plupart des protéines plasmatiques, dont l'albumine, d'un poids moléculaire de 65 000 Dalton. Ce sont tout particulièrement les glycoprotéines anioniques de la membrane qui refoulent ces protéines, puisque celles-ci, comme l'albumine, sont également chargées négativement.
Finalement, les toutes petites protéines qui réussissent à traverser la membrane basale sont bloquées par les diaphragmes des fentes de filtration. Elles sont ensuite englobées par les podocytes puis dégradées. Les 3 filtres en série, le filtrat glomérulaire que l'on retrouve dans la capsule de Bowman est donc simplement un ultrafiltrat du sang sans ces globules. Le filtrat glomérulaire que l'on retrouve dans la capsule de Bowman est donc simplement un ultrafiltrat du sang sans ces globules. Le filtrat glomérulaire que l'on retrouve dans la capsule de Bowman est donc simplement un ultrafiltrat du sang sans ces globules. Le filtrat glomérulaire que l'on retrouve dans la capsule de Bowman est donc simplement un ultrafiltrat du sang sans ces globules. Le filtrat glomérulaire que l'on retrouve dans la capsule de Bowman est donc simplement un ultrafiltrat du sang sans ces globules. Le filtrat glomérulaire que l'on retrouve dans la capsule de Bowman est donc simplement un ultrafiltrat du sang sans ces globules. En conditions normales, 1/5 du plasma qui circule dans les capillaires glomérulaires est filtré à l'intérieur des néphrons. Les 4 autres 5e s'écoulent dans les capillaires péritubulaires et retournent par les veines rénales dans la circulation générale. Ce pourcentage de 20% de volume plasmatique filtré est appelé fraction de filtration. Nous pouvons donc estimer le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire la quantité de filtrat produite par les reins en 1 minute, à partir de la valeur du débit plasmatique rénal et de la fraction de filtration. Ainsi, pour un débit plasmatique rénal de 625 ml par minute et une fraction de filtration de 20%, le débit de filtration glomérulaire sera de 125 ml par minute pour les 2 reins. L'avantage de ce grand débit de filtration est l'enlèvement rapide des déchets métaboliques dont l'excrétion repose en grande partie sur la filtration. Cela permet aussi de traiter plusieurs fois par jour les liquides de l'organisme, ce qui peut s'avérer essentiel lors de l'ingestion d'une substance toxique ou tout simplement pour l'ajustement du volume et de la composition de ces liquides corporels. En conditions normales, en effet, tout le plasma sanguin, qui est d'environ 3 litres, est filtré près de 60 fois par jour par les reins. 180 litres de filtrat traversent donc tous les jours le filtre glomérulaire. Les quantités filtrées sont considérables. 180 litres d'eau, qui représentent plus de 4 fois la quantité d'eau corporelle totale et près de 10 fois celle du liquide extracellulaire d'un homme adulte de 70 kg. Environ 25 000 milliosmoles de sodium, 19 000 milliosmoles de chlore et 700 milliosmoles de potassium, que l'on peut calculer en multipliant leur concentration plasmatique par le volume du filtrat. Pour ces ions, les quantités filtrées représentent plus de 10 fois celles contenues dans le compartiment extracellulaire. Ces chiffres impressionnants nous montrent bien la formidable capacité des reins à réguler la composition et le volume du plasma et des autres liquides corporels. En effet, tout le plasma sanguin. Nous allons maintenant regarder les mécanismes qui déterminent la filtration à travers la membrane. La pression nette de filtration, ou PNF, est la force motrice qui permet la formation du filtrat à la vitesse de 125 ml par minute. Tout comme la pression qui détermine les échanges entre les capillaires et l'espace interstitiel au niveau des tissus, elle dépend du jeu des forces de Starling, à savoir la pression hydrostatique glomérulaire, qui correspond essentiellement à la pression sanguine dans les capillaires glomérulaires, la pression hydrostatique capsulaire, exercée par le liquide présent dans la capsule rénale, et la pression osmotique glomérulaire ou pression oncotique dans les capillaires glomérulaires. Elle est supérieure à celle du liquide capsulaire à cause de la présence des protéines restées dans le plasma
Et comme la composition des autres solutés est la même dans le sang et dans le liquide capsulaire, nous pouvons ignorer la pression osmotique capsulaire. Nous allons maintenant regarder les mécanismes. La pression hydrostatique glomérulaire est en moyenne de 55 mm de mercure. Et c'est la principale force qui pousse le filtrat hors du glomérule. La pression hydrostatique capsulaire, de 15 mm de mercure, s'y oppose. De même que la pression oncotique glomérulaire, de 30 mm de mercure, qui tend à faire rentrer l'eau dans les capillaires glomérulaires. La PNF, à l'origine du débit de filtration de 125 ml par minute, est donc de 10 mm de mercure. Ceci peut sembler faible, mais comme elle s'exerce à travers une membrane très perméable, elle entraîne une filtration rapide et abondante. Le débit de filtration glomérulaire est également influencé par deux facteurs. La pression nette de filtration, mais aussi par le coefficient d'ultrafiltration, KF, de la membrane, qui tient compte de la perméabilité et de la surface totale des capillaires disponibles pour la filtration. La pression hydrostatique, le coefficient d'ultrafiltration KF, est donc le produit de la surface de filtration des capillaires glomérulaires et de la perméabilité de la paroi capillaire. La surface de filtration est régulée par les cellules mésangiales glomérulaires. Ce sont des cellules étoilées disposées entre les capillaires glomérulaires qui contiennent des faisceaux de filaments contractiles. En présence de certaines substances, elles peuvent se contracter et diminuer le débit de filtration glomérulaire en réduisant la surface totale des capillaires actifs, et donc le coefficient de filtration. Toutefois, en conditions physiologiques normales, leur rôle est négligeable et le coefficient de filtration membranaire varie peu. Le coefficient d'ultrafiltration, le débit de filtration glomérulaire est directement proportionnel à la PNF. Par conséquent, toute variation des pressions qui la gouvernent aura un impact sur ce dernier. Normalement, la pression hydrostatique capsulaire varie peu, mais une obstruction des voies urinaires, par un calcul ou encore une tumeur, peut augmenter la pression hydrostatique dans la capsule de Bowman et diminuer, voire même arrêter, le débit de filtration glomérulaire. La pression oncotique, liée aux protéines plasmatiques, varie également peu en conditions normales. Mais une augmentation ou une diminution pathologique de la quantité de protéines plasmatiques peut diminuer ou augmenter, respectivement, la PNF et le débit de filtration glomérulaire. Finalement, la pression hydrostatique glomérulaire est aussi susceptible d'affecter le débit de filtration glomérulaire. Elle est directement liée à la pression artérielle, mais l'effet de cette dernière est négligeable, à moins qu'elle ne soit très basse ou très élevée. Ceci est possible grâce à des mécanismes de régulation puissants qui font intervenir les résistances des artérioles glomérulaires. Le débit de filtration glomérulaire. Afin de mieux comprendre comment s'effectue le contrôle du débit de filtration glomérulaire par les artérioles, il faut d'abord aborder quelques mécanismes que vous avez vus plus en détail dans le cours de physiologie de la circulation. De façon générale, toutes les artérioles de notre organisme ont la capacité de se contracter et de se relâcher. Afin de mieux comprendre comment s'effectue le contrôle du débit de filtration glomérulaire par les artérioles, il faut d'abord aborder quelques mécanismes que vous avez vus plus en détail dans le cours de physiologie de la circulation. De façon générale, toutes les artérioles de notre organisme ont la capacité de se contracter et de se relâcher. Afin de mieux comprendre comment s'effectue le contrôle du débit de filtration glomérulaire par les artérioles, il faut d'abord aborder quelques mécanismes que vous avez vus plus en détail dans le cours de physiologie de la circulation. De façon générale, toutes les artérioles de notre organisme ont la capacité de se contracter et de se relâcher. Afin de mieux comprendre comment s'effectue le contrôle du débit de filtration glomérulaire par les artérioles,
il faut d'abord aborder quelques mécanismes que vous avez vus plus en détail dans le cours de physiologie de la circulation. De façon générale, toutes les artérioles de... Autrement dit, lorsque la résistance des artérioles rénales augmente, le débit sanguin rénal, FSR sur ce schéma, pour flux sanguin rénal, qui est situé en aval, diminue. L'effet sur le débit de filtration glomérulaire dépendra cependant du lieu où se fera l'augmentation de résistance. Ceci est dû à l'organisation particulière de la circulation glomérulaire avec ses deux artérioles afférentes et efférentes. Sur cette diapositive, le schéma de gauche représente le flux, c'est-à-dire le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire, en dehors de tout changement de rayon des artérioles. Nous voyons à droite que lors d'une vasoconstriction de l'artériole afférente, l'augmentation de résistance se traduit par une diminution de la pression en aval et donc de la pression hydrostatique glomérulaire et de la pression nette de filtration. Une vasoconstriction de l'artériole afférente entraînera donc une diminution du débit sanguin rénal et du débit de filtration glomérulaire. L'effet inverse sera observé avec une vasodilatation et donc une diminution de la résistance de l'artériole afférente. Autrement dit, lorsque la vasoconstriction se produit sur l'artériole efférente, le sang s'accumule en amont et donc la pression hydrostatique glomérulaire et la pression nette de filtration augmentent. Dans ce cas, l'augmentation de la résistance à l'écoulement se traduit par une diminution du débit sanguin rénal, mais une augmentation du débit de filtration glomérulaire. L'effet inverse sera observé avec une vasodilatation. Lorsque la vasoconstriction se... En résumé, la vasoconstriction des deux artérioles réduit le débit sanguin rénal, mais a des effets diamétralement opposés sur le débit de filtration glomérulaire. Nous allons voir que ces propriétés sont importantes dans la régulation de ces débits. On distingue deux niveaux de régulation. Une régulation intrinsèque, c'est-à-dire au niveau du rein lui-même, et on parle alors d'autorégulation. Et une régulation extrinsèque à travers des influences hormonales et nerveuses. En résumé, le mécanisme rénal d'autorégulation permet de maintenir le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire lors des variations de pression artérielle. Ainsi, les deux débits restent stables lorsque la pression artérielle moyenne varie entre 80 et 180 mm de mercure. En l'absence de cette autorégulation, les deux débits varieraient proportionnellement au changement de pression artérielle. Ce mécanisme d'adaptation est effectué par les artérioles rénales. Ce phénomène est observé même sur le rein isolé et perfusé, ce qui montre bien que ce sont des mécanismes intrinsèques, c'est-à-dire propres au rein, qui en sont responsables. L'autorégulation du débit est observée dans la plupart des tissus et comme vous le verrez en physiologie cardiovasculaire, sa principale fonction est de maintenir l'apport en oxygène et en nutriments. Le mécanisme rénal d'autorégulation permet de maintenir le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire lors des variations de pression artérielle. Ainsi, les deux débits restent stables lorsque la pression artérielle moyenne varie entre 4. L'autorégulation du débit sanguin rénal et du débit de filtration glomérulaire est possible grâce à des mécanismes de régulation intrinsèques, c'est-à-dire des mécanismes locaux, par lesquels le rein ajuste en permanence le débit de filtration pour le maintenir constant à 125 ml par minute. Ces mécanismes n'ont pas tous été élucidés, mais parmi ceux-ci, deux mécanismes sont bien connus. Il s'agit du mécanisme vasculaire myogène et du rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. Dans les deux cas,
nous verrons que la régulation s'effectue systématiquement au niveau des artérioles afférentes. L'autorégulation du débit sanguin. Le mécanisme vasculaire myogène n'est pas observé uniquement dans les artérioles afférentes rénales. Il reflète la tendance générale du muscle lisse vasculaire à se contracter sous l'effet de l'étirement. C'est ainsi que l'étirement de la paroi des artérioles afférentes, par une augmentation de pression sanguine, entraîne une ouverture de canaux calciques sensibles à l'étirement, une entrée de calcium dans les cellules musculaires lisses et leur contraction. Le mécanisme vasculaire myogène n'est pas observé uniquement dans les artérioles afférentes rénales. Il reflète la tendance générale du muscle lisse vasculaire à se contracter sous l'effet de l'étirement. C'est ainsi que l'étirement de la paroi des artérioles afférentes, par une augmentation de pression sanguine, entraîne une ouverture de canaux. Contrairement au mécanisme vasculaire myogène, le mécanisme de rétrocontrôle tubulo-glomérulaire est propre au rein. C'est une boucle de contrôle local impliquant l'appareil juxtaglomérulaire. On parle de rétrocontrôle car dans ce mécanisme, la filtration glomérulaire est régulée par les cellules de la macula densa de l'appareil juxtaglomérulaire qui sont situées dans le tubule rénal distal, donc bien en aval du lieu de la filtration. Ces cellules sont de véritables osmorécepteurs sensibles à la composition du liquide tubulaire. En réponse à des variations de la concentration tubulaire de NaCl, les cellules de la macula densa libèrent une substance qui va agir sur les cellules musculaires lisses de l'artériole afférente. On parle dans ce cas de régulation paracrine, car les effets de la substance libérée s'exercent à proximité. Contrairement au mécanisme vasculaire myogène, le mécanisme de rétrocontrôle tubulo-glomérulaire est propre au rein. C'est une boucle de contrôle local. Le mécanisme tubulo-glomérulaire fonctionne de la façon suivante. Une augmentation du débit de filtration glomérulaire entraîne une augmentation de la concentration tubulaire de NaCl. Parce que sa filtration est augmentée, mais également parce que l'augmentation de la vitesse d'écoulement du filtrat dans les tubules limite la capacité de réabsorption tubulaire. En réponse à l'élévation de la concentration en NaCl du liquide tubulaire, les cellules de la macula densa vont libérer une substance vasoconstrictrice qui va provoquer la contraction de l'artériole afférente, diminuant ainsi le débit de filtration glomérulaire. Une diminution du débit de filtration glomérulaire aura les effets inverses sur la concentration tubulaire de NaCl. Les cellules de la macula libéreront moins de substances vasoconstrictrices. La conséquence sera une vasodilatation de l'artériole afférente et une augmentation du débit de filtration glomérulaire. La signalisation paracrine entre la macula densa et l'artériole afférente est complexe et l'on ne connaît toujours pas la ou les substances impliquées. Plusieurs médiateurs ont été proposés, comme l'adénosine, le monoxyde d'azote, les prostaglandines ou encore l'endothéline. Le mécanisme tubulo-glomérulaire. La figure que nous avons observée à la diapositive 19 montre que tant que la pression artérielle systémique se maintient entre 80 et 180 mm de mercure, les mécanismes d'autorégulation rénale compensent ces fluctuations en modifiant la résistance des artérioles afférentes. Toutefois, ces mécanismes ne fonctionnent plus lorsque la pression artérielle chute en dessous de 80 mm de mercure, par exemple suite à une hémorragie ou à une déshydratation sévère. Comme vous le verrez au cours de physiologie cardiovasculaire, la pression artérielle est maintenue constante grâce entre autres à des mécanismes hormonaux et nerveux. Lorsque la pression chute en dessous de 80 mm de mercure, l'activation de ces mécanismes extrinsèques peut avoir un impact sur le débit de filtration glomérulaire. À noter finalement
que lorsque la chute de pression artérielle n'est pas compensée et que la pression glomérulaire atteint 45 mm de mercure ou moins, la pression hydrostatique glomérulaire devient alors égale aux forces qui s'y opposent, la pression nette de filtration devient nulle et la filtration s'arrête. La figure que nous avons observée à la diapositive 19 montre que tant que la pression artérielle systémique se maintient entre 80 et 180 mm de mercure, parmi les mécanismes hormonaux déclenchés par une chute de la pression artérielle, le plus important est l'activation du système rénine-angiotensine. Celle-ci commence par la libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires rénales. Divers stimuli peuvent provoquer la libération de rénine en réponse à une chute de pression artérielle. Ainsi, lorsque la pression artérielle moyenne diminue sous les 80 mm de mercure, la paroi de l'artériole afférente est moins étirée, et ceci est détecté par les cellules juxtaglomérulaires qui ont une fonction de barorécepteur. Elles libèrent alors la rénine qu'elles produisent directement dans le sang qui circule dans l'artériole afférente. Également, la réduction du débit de filtration glomérulaire qui accompagne la chute de pression entraîne une diminution de la concentration tubulaire de NaCl, pour les mêmes raisons que celles que nous avons évoquées à la diapositive 23. Les cellules de la macula densa ont également la capacité de déclencher une libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires. On ne sait toutefois pas si la substance utilisée pour provoquer cette libération est la même que celle responsable du rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. Attention de bien distinguer les deux effets des cellules de la macula densa sur le débit de filtration glomérulaire. Elles peuvent réguler localement ce débit via le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire, une autorégulation qui est présente même sur reins isolés perfusés. Alors que la libération de rénine qu'elles induisent est une régulation hormonale qui nécessite, parmi les mécanismes hormonaux déclenchés par une chute de la pression artérielle, le plus important est l'activation du système rénine-angiotensine. Celle-ci commence par la libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires rénales. Divers stimuli peuvent provoquer la libération de rénine en réponse à une chute de pression artérielle. Ainsi, lorsque la pression artérielle moyenne diminue sous les 80 mm de mercure, la paroi de l'artériole afférente est moins étirée. Voici une synthèse des différents facteurs qui favorisent ou inhibent la libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires. Voici une synthèse des différents facteurs qui favorisent ou inhibent la libération de rénine. L'activation du système rénine-angiotensine commence donc avec la sécrétion de rénine par les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire. La rénine est une enzyme dont le substrat est l'angiotensinogène, une protéine plasmatique inactive produite par le foie. Sous l'action de la rénine, l'angiotensinogène est converti dans la circulation sanguine en un décapeptide, l'angiotensine 1, également inactive. Puis l'angiotensine 1 est à son tour convertie en angiotensine 2 sous l'effet d'une enzyme appelée enzyme de conversion de l'angiotensine, que l'on retrouve dans l'endothélium capillaire des poumons, mais également dans d'autres organes, dont le rein. L'angiotensine 2 est un tout petit peptide de 8 acides aminés qui a un rôle fondamental dans la régulation de la pression artérielle. Elle a de multiples actions, toutes destinées à augmenter la pression artérielle. Parmi celles-ci, nous citerons un effet vasoconstricteur puissant, en particulier au niveau des artérioles, et une stimulation de la synthèse et de la libération d'aldostérone par les surrénales. Comme nous le verrons au chapitre 8, l'aldostérone augmente le volume du liquide extracellulaire et donc le volume plasmatique, en favorisant la réabsorption de sodium et d'eau par le rein. L'activation du système rénine-angiotensine
Bien que la principale fonction du système rénine-angiotensine soit la régulation de la pression artérielle et du volume du liquide extracellulaire, son activation en réponse à une chute de pression a un effet bénéfique sur le débit de filtration glomérulaire. En effet, son action vasoconstrictrice est plus importante au niveau de l'artériole efférente, ce qui favorise le maintien de la pression hydrostatique glomérulaire et limite la chute de débit de filtration glomérulaire. Bien que la principale fonction, à l'inverse, les mécanismes nerveux peuvent réduire considérablement, voire arrêter, la circulation rénale en cas de stress extrême comme une hémorragie. À l'inverse, les mécanismes nerveux peuvent réduire considérablement, voire arrêter, la circulation rénale en cas de stress extrême comme une hémorragie. À l'inverse, les mécanismes nerveux peuvent réduire considérablement, voire arrêter, la circulation rénale en cas de stress extrême comme une hémorragie. À l'inverse, les mécanismes nerveux peuvent réduire considérablement, voire arrêter, la circulation rénale en cas de stress extrême comme une hémorragie. À l'inverse, les mécanismes nerveux peuvent réduire considérablement, voire arrêter, la circulation rénale en cas de stress extrême comme une hémorragie. À l'inverse, les mécanismes nerveux peuvent réduire considérablement, voire arrêter, la circulation rénale en cas de stress extrême comme une hémorragie. À l'inverse, les mécanismes nerveux peuvent réduire considérablement, voire arrêter, la circulation rénale en cas de stress extrême comme une hémorragie. À l'inverse, les mécanismes nerveux peuvent réduire considérablement, voire arrêter, la circulation rénale. Pour terminer ce cours, voici un petit problème qui vous permettra de vérifier si vous avez bien compris certaines des notions que nous avons abordées. Appuyez sur la touche diapositive suivante pour voir la réponse. Pour terminer ce cours, voici la réponse. L'inverse est bien sûr également vrai, à savoir qu'une hyperprotéinémie, souvent liée à une déshydratation, entraînera une augmentation de la pression oncotique et une diminution du débit de filtration glomérulaire, ce qui, dans le cas d'une déshydratation, sera plutôt bénéfique. Voici la réponse.